8. Un petit nuage. Cela faisait 8 ans qu'il avait vu son ami partir à Northwall et qu'il lui avait souhaité bonne chance. Gallagher avait réussi, ça se voyait tout de suite, à son air d'avoir voyagé, à son costume de tweed bien coupé, à son aisance quand il parlait. Peu d'hommes possédaient un talent comme le sien, et encore moins étaient capables de demeurer purs malgré un tel succès. Le cœur de Gallagher était droit, et il méritait de réussir. C'était quelque chose d'avoir un ami comme lui. Les pensées de Little Chandler, depuis le déjeuner, tournaient autour de sa rencontre avec Gallagher, de l'invitation de Gallagher et de Londres, la grande cité où Gallagher vivait. On l'appelait Little Chandler parce que, bien qu'il ne fût que très légèrement au-dessous de la taille moyenne, il donnait l'impression d'être un petit homme. Ses mains étaient petites et blanches, son ossature était fragile, sa voix était posée, et ses manières raffinées. Il prenait le plus grand soin de ses cheveux blonds soyeux, ainsi que de sa moustache, et parfumait discrètement son mouchoir. Les demi-lunes de ses ongles étaient parfaites, et quand il souriait, il laissait apercevoir une rangée de dents blanches qui semblaient des dents de lait. Comme il s'installait à son bureau au King's Inns, il réfléchit à tous les changements que ces 8 ans avaient apportés. L'ami qu'il avait connu misérable et nécessiteux était maintenant devenu une brillante vedette du London Press. Little Chandler se détournait souvent de son fastidieux travail d'écriture pour jeter un œil par la fenêtre du bureau. L'éclat tardif d'un crépuscule d'automne se répandait sur les gazons et les allées. Il saupoudrait d'une gracieuse poussière d'or les nurses négligées et les vieux messieurs décrépits qui somnolaient sur les bancs. Il scintillait sur toutes les silhouettes en mouvement, sur les enfants qui dévalaient en hurlant le gravier des chemins, et sur toutes les personnes qui traversaient les jardins. Il regarda la scène et pensa à la vie, et, comme c'était toujours le cas quand il pensait à la vie, cela le rendit triste. Une douce mélancolie prit possession de son âme. Il sentit combien il était vain de lutter contre la fortune. C'était là le fardeau de sagesse que les siècles lui avaient légué. Il repensa aux livres de poésie sur ses étagères. Il les avait achetés lorsqu'il était un jeune célibataire, et plus d'un soir, tandis qu'il s'asseyait dans la petite pièce attenante au hall d'entrée, il avait été tenté d'en prendre un sur l'étagère et d'en faire la lecture à sa femme. Mais une timidité l'avait toujours retenu, et ainsi les livres étaient demeurés sur leurs étagères. Parfois, il se répétait des vers pour lui-même, et cela lui apportait une consolation. Quand la pendule indiqua que sa journée était finie, il se leva et prit congé très ponctuellement de son bureau et de ses collègues. Il déboucha de l'arche féodale du King's Inn, silhouette modeste et nette qui s'engagea promptement dans Henrietta Street. Le crépuscule doré se finissait, et l'air était devenu piquant. Une horde d'enfants crasseux peuplait la rue. Ils se tenaient debout, ou couraient sur la chaussée, dévalaient les escaliers devant les portes béantes, ou se tenaient accroupis, comme des souris, sur les seuils. Little Chandler ne leur prêtait aucune attention. Il traçait son chemin prestement à travers cette vie qui grouillait, à l'ombre des grandes demeures lugubres et spectrales, dans lesquelles la vieille noblesse de Dublin s'était retirée. Aucun souvenir du passé ne le touchait, car son esprit était plein d'une joie présente. Il n'était jamais allé chez Corless, mais il connaissait la réputation de l'établissement. Il savait que les gens y allaient après le théâtre, pour manger des huîtres et boire des liqueurs, et il avait entendu dire que les serveurs y parlaient français et allemand. Alors qu'il marchait par là la nuit, il avait vu des cabs s'arrêter devant la porte, et des dames descendre de voitures, richement habillées, escortées par leurs cavaliers, et entrer. Elles portaient des robes bruissantes et feuilletées, leur visage était poudré, et elles relevaient leurs robes, quand elles touchaient le sol, comme des Atalantes effarouchées. Il était toujours passé devant ce spectacle sans tourner la tête pour mieux voir. Il avait coutume de marcher vite quand il était dans la rue, même le jour, et si d'aventure il se trouvait seul dans la ville à une heure tardive de la nuit, il se hâtait, avec une sorte d'angoisse nerveuse. Parfois, cependant, il allait au-devant de ses propres frayeurs. Il choisissait les rues les plus sombres et les plus étroites, et tandis qu'il allait hardiment de l'avant, le silence qui s'étendait autour de ses pas le troublait. Les silhouettes silencieuses qui arpentaient la rue le troublaient, et quand il lui arrivait d'entendre le son d'un rire fugitif et grave, cela le faisait trembler comme une feuille.
Il prit à droite, vers Capel Street. Ignatius Gallagher au London Press. Qui aurait cru cela possible 8 ans auparavant? Et pourtant, maintenant qu'il examinait rétrospectivement le passé, Little Chandler trouvait de multiples signes de la grandeur future de son ami. Les gens disaient toujours que Ignatius Gallagher était fou. Évidemment, il traînait avec une bande de débauchés, buvait sans se priver et empruntait de l'argent à droite et à gauche. Il avait fini par se retrouver mêlé à une sombre histoire d'argent qui était l'une des explications de son départ précipité. Mais personne ne niait son talent. Il y avait toujours eu un je ne sais quoi dans Ignatius Gallagher qui vous impressionnait malgré vous. Même quand il se retrouvait à sec et à court d'idées pour trouver de l'argent, il conservait un visage fier. Little Chandler se souvint, et le souvenir fit affluer un peu de fierté à ses joues, d'une des paroles qu'Ignatius Gallagher prononçait quand il était complètement acculé. « Arrête jeu, les amis. Où se trouve ma boîte à idées ?» C'était Ignatius Gallagher tout craché, et morbleu, on ne pouvait s'empêcher de l'admirer dans ces moments-là. Little Chandler pressa le pas. Pour la première fois de sa vie, il se sentait supérieur aux gens parmi lesquels il passait. Pour la première fois, son âme se révoltait contre la terne inélégance de Capel Street. Il n'y avait pas de doute. Pour réussir, il fallait partir. Il n'y avait rien à faire à Dublin. En traversant Grattan Bridge, il regarda la rivière couler le long des quais en contrebas et éprouva de la pitié pour les pauvres maisons rachitiques. Elles ressemblaient à une bande de clochards serrés les uns contre les autres sur la berge, leurs vieux manteaux recouverts de poussière et de suie, éblouis par le panorama du soleil couchant et attendant le premier frisson de la nuit pour se relever, se secouer et partir. Il se demanda s'il serait capable de transformer cette idée en poème. Peut-être que Gallagher pourrait mettre ça dans un de ses articles à Londres. Est-ce que lui avait la capacité d'écrire quelque chose d'original? Il n'était pas très sûr de l'idée qu'il avait envie d'exprimer, mais la pensée qu'un moment poétique venait de le toucher s'enracina en lui, à la manière d'un espoir d'enfant. Il continua sa marche, bravement. Chaque pas le rapprochait de Londres et l'éloignait un peu plus de sa propre vie sobre et privée d'art. Une lumière commença à poindre à l'horizon de son esprit. Il n'était pas si vieux, 32 ans. Son caractère arrivait juste à maturité. Il y avait tant et tant d'impressions et d'humeurs différentes qu'il avait envie d'exprimer par des vers. Il les sentait à l'intérieur. Il tenta de jauger son âme pour voir si elle était l'âme d'un poète. La mélancolie était la note dominante de son tempérament, pensait-il, mais c'était une mélancolie tempérée par de fréquentes réapparitions de foi, de résignation ou tout simplement de joie. S'il arrivait à l'exprimer dans un recueil de poèmes, peut-être serait-il écouté. Il ne serait jamais populaire, il le voyait. Il ne pouvait pas soulever de foule, mais il pourrait plaire à un petit cercle d'âmes sœurs. Les critiques anglais, peut-être, reconnaîtraient son appartenance à l'école celtique, en raison du ton mélancolique de ses poèmes. Il les aiguillerait par des allusions. Il commença à inventer des phrases et des citations des articles qui salueraient son livre. Mr. Chandler a le don des vers fluides et gracieux. Une tristesse nostalgique imprègne ses poèmes. La note celtique? Il était dommage que son nom ne fasse pas plus irlandais. Peut-être faudrait-il intercaler le nom de sa mère avant son patronyme. Thomas Malone Chandler, ou même mieux, T. Malone Chandler. Il en parlerait à Gallagher. Il poursuivait sa rêverie avec tant d'ardeur qu'il dépassa la rue et dut faire demi-tour. Quand il arriva à hauteur de Corliss, son agitation première commença à le submerger et il s'arrêta devant la porte indécis. Finalement, il l'ouvrit et entra. La lumière et le bruit du bar le retinrent sur le seuil pendant quelques instants. Il regarda autour de lui, mais sa vue était brouillée par l'éclat des nombres verts à vin, rouges et verts. Le bar semblait bondé, et il se sentait observé avec curiosité. Il jeta un bref coup d'œil à gauche et à droite, en fronçant légèrement les sourcils pour se donner l'air sérieux, mais quand sa vue s'éclaircit un peu, il se rendit compte que personne ne s'était tourné pour le regarder, et que juste là, assurément, se trouvait Ignatius Gallagher, dos au comptoir et jambes écartées. « Salut Tommy, vieux héros, te voilà? Qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce que tu prends? Moi, je prends du whisky. Il est meilleur que celui qu'on sert au-delà de la mer. Soda, Alicia? Pas d'eau minérale. Je suis comme toi, ça gâche le goût.
Ici, garçon, soyez gentil, donnez-nous 2 demi de whisky pur malt. Bon. Et comment vas-tu depuis que je t'ai vu la dernière fois? Bon Dieu, on commence à se faire vieux. Tu trouves que j'ai pris un coup de vieux? Les cheveux un peu rares et un peu gris, hein? Ignatius Gallaher retira son chapeau et dévoila une large tête coiffée avec soin. Son visage était lourd, pâle et rasé de près. Ses yeux, qui étaient d'un bleu-gris sombre, révélaient sa pâleur maladive et tranchaient sur l'orange vif de la cravate qu'il portait. Entre ces 2 pôles opposés, ses lèvres apparaissaient très longues, sans forme ni couleur. Il pencha la tête et tâta de 2 doigts pleins de sympathie la maigre chevelure sur son crâne. Little Chandler secoua la tête, dans un geste de dénégation. Ignatius Gallaher remit son chapeau. « Ça vous tire vers le bas, dit-il, tout ce stress, toujours à se dépêcher et à trottiner, à chercher de la matière sans toujours la trouver, parce qu'il faut toujours avoir quelque chose de nouveau à proposer, sans cesse. Moi je dis que les épreuves et les imprimeurs aillent au diable, au moins pour quelques jours. Je suis diablement content, je peux te le dire, de revenir dans mon vieux pays. Ça fait du bien un peu de vacances. Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai atterri à nouveau dans mon sale cher vieux Dublin. Te voilà, Tommy. Veux-tu de l'eau? Tu en as assez? Little Chandler dilua beaucoup son whisky. Tu ne sais pas ce qui est bon, mon vieux, dit Ignatius Gallaher. Je bois le mien sec. Quant à moi, je me suis fait une règle de boire très peu, dit Little Chandler modestement. Une petite pinte quand je rencontre un vieil ami, c'est tout. Eh bien, dit Ignatius Gallaher, buvons au bon vieux temps et aux vieux amis. Ils trinquèrent et burent le toast. J'ai vu des gars de la bande aujourd'hui, dit Ignatius Gallaher. O'Hara n'a pas l'air en forme. Qu'est-ce qu'il fait? Rien, dit Little Chandler. Il est ruiné. Hogan, par contre, a une bonne place, non? Oui, il est à la Commission nationale. Je l'ai rencontré un soir à Londres, et il avait l'air florissant. Pauvre O'Hara. L'alcool, je suppose? Et d'autres choses aussi, dit laconiquement Little Chandler. Ignatius Gallaher éclata de rire. Tommy, dit-il, je vois que tu n'as pas changé d'un iota. Tu es le même gars sérieux qui me faisait la leçon le dimanche matin quand j'avais la gueule de bois, la migraine et la voix pâteuse. Tu aurais besoin de rouler un peu ta bosse de par le monde. Est-ce que tu es déjà allé quelque part, au moins, même pour un voyage? J'ai été sur l'île de Man, dit Little Chandler. Ignatius Gallaher rit. L'île de Man, dit-il. Mais va à Londres ou à Paris. Paris, si possible. Ça te ferait du bien. Tu connais Paris? Un peu que je connais Paris. J'y ai pas mal traîné. Et c'est aussi beau que ce qu'on dit? Demanda Little Chandler. Il avala une petite gorgée de sa boisson, tandis que Ignatius Gallaher terminait la sienne cul-sec. Beau? Dit Ignatius Gallaher, s'arrêtant à la fois sur le mot et sur la saveur de son whisky. Ce n'est pas si beau, tu sais. Bien sûr, c'est beau, mais c'est la vie qui est intéressante à Paris. C'est ça le truc. Ah, aucune ville ne rivalise avec Paris pour la gaieté, le mouvement, l'excitation. Little Chandler termina son whisky et après quelques difficultés réussit à capter l'attention du barman. Il commanda la même chose. « J'ai été au Moulin Rouge », continua Ignatius Gallaher, quand le barman eut enlevé leur verre. « Et j'ai été à tous les cafés de la Bohème. Ils sont chauds, pas faits pour un bon gars pieux comme toi, Tommy. » Little Chandler ne dit rien jusqu'au retour du barman avec leurs 2 verres, puis il trinqua timidement pour renouveler le premier toast. Il commençait à éprouver une sorte de désillusion. L'accent de Gallaher, la façon dont il s'exprimait, ne lui plaisait pas. Il y avait quelque chose de vulgaire chez son ami, qu'il n'avait pas remarqué avant. Mais peut-être n'était-ce que le résultat de sa vie à Londres, parmi la bousculade et la compétition du presse. L'ancien charme personnel qui était le sien existait toujours sous ces nouvelles manières m'as-tu vu. Et après tout, Gallaher avait vécu, il avait vu le monde. Little Chandler le regarda avec envie. « Tout à Paris est gai, » dit Ignatius Gallaher. « Là-bas, ils croient à la jouissance. Et ne crois-tu pas qu'ils ont raison? Si tu as envie de t'amuser vraiment, tu dois aller à Paris. Et je te signale qu'ils adorent les Irlandais. Quand ils ont appris que je venais d'Irlande, ils étaient prêts à me manger. » Little Chandler avala 4 ou 5 gorgées de son verre. « Dis-moi, dit-il, est-ce vrai que Paris est aussi immoral qu'on le dit ?» Ignatius Gallaher fit un geste catholique avec son bras droit. « Tous les lieux sont immoraux, dit-il. Bien sûr, à Paris, il y a des morceaux de choix.
J'ai été à un bal d'étudiants, par exemple, c'est très vivant, si tu vois ce que je veux dire, surtout quand les cocottes commencent à se laisser aller. Tu sais qui elles sont, je suppose. J'ai entendu parler d'elles, dit Little Chandler. Ignatius Gallagher finit son whisky et secoua la tête. Ah, dit-il, tu peux dire ce que tu veux. Aucune femme ne vaut la parisienne, pour le style, pour l'entrain. Donc c'est bien une cité immorale, dit Little Chandler, avec une insistance timide. Je veux dire, par rapport par exemple à Londres ou à Dublin. Londres, dit Ignatius Gallagher. Ce bonnet blanc et blanc bonnet. Demande à Hogan, mon gars. Je lui ai dévoilé un peu de Londres quand il était là-bas. Il t'ouvrirait les yeux. Je dis, Tommy, que tu ne devrais pas laisser tourner ton whisky. Bois donc. Non, vraiment. Oh, allez, un autre ne va pas te faire de mal. Qu'est-ce que tu prends? Toujours la même chose, je suppose? Eh bien, d'accord. François, la même chose. Tu as envie de fumer, Tommy? Ignatius Gallagher sortit sa boîte à cigares. Les deux amis allumèrent leurs cigares et tirèrent quelques bouffées en silence, tandis qu'on leur servait les boissons. « Je vais te dire ce que je pense, » dit Ignatius Gallagher, émergeant au bout d'un moment des nuages de fumée où il s'était réfugié. « C'est un monde bizarre. Tu parles d'immoralité. J'ai entendu des cas, qu'est-ce que je raconte? Je ne les ai pas entendus, je les ai vus. Des cas d'immoralité. » Ignatius Gallagher tira pensivement sur son cigare, et alors, du ton calme d'un historien, il commença à brosser pour son ami quelques portraits d'une corruption qui était monnaie courante à l'étranger. Il fit la synthèse des vices de nombreuses capitales et parut tenter d'attribuer la palme du vice à Berlin. Des choses qu'il ne pouvait pas garantir, que ses amis lui avaient racontées, et d'autres dont il avait eu l'expérience directe. Il n'épargna aucun rang, aucune caste. Il révéla les secrets de nombreux monastères sur le continent et dépeignit certaines pratiques à la mode dans la haute société pour finir par raconter avec force détail l'histoire d'une duchesse anglaise, une histoire qu'il savait être vraie. Little Chandler était abasourdi. « Eh bien, dit Ignatius Gallagher, nous voici revenus au train-train, à Dublin, où l'on ignore tout de ces choses. » « Comme tu dois trouver cela terne, dit Little Chandler, après tous ces endroits que tu as vus. »« Eh bien, dit Ignatius Gallagher, c'est vraiment relaxant de venir ici, tu sais, et après tout, c'est le pays natal, comme on dit, non? On ne peut pas s'empêcher d'en avoir la nostalgie, c'est dans la nature humaine. Mais parle-moi un peu de toi. Hogan m'a dit que tu avais goûté les joies du bonheur conjugal depuis 2 ans, c'est ça? » Little Chandler rougit et sourit. « Oui, dit-il, cela fait 12 mois. En mai dernier. »« J'espère qu'il n'est pas trop tard pour te présenter tous mes vœux de bonheur, » dit Ignatius Gallagher. « Je ne connaissais pas ton adresse, sinon je l'aurais fait à l'époque. » Il lui tendit la main que Little Chandler serra. « Eh bien, Tommy, dit-il, je te souhaite ainsi qu'à tous les tiens toutes les joies possibles dans la vie, mon vieux, et des tonnes d'argent, et que tu sois immortel jusqu'au jour où je te dégommerai. Et ce sont les vœux d'un ami sincère, d'un vieil ami, tu sais ça? »« Je sais, » dit Little Chandler. « Des petits? » dit Ignatius Gallagher. « Nous avons un enfant, dit-il. Fils ou fille? Un petit garçon. » Ignatius Gallagher donna à son ami une tape sonore dans le dos. « Bravo, dit-il. Je n'attendais pas moins de toi, Tommy. » Little Chandler sourit, regarda confusément son verre et mordit sa lèvre inférieure avec 3 dents d'une blancheur enfantine. « J'espère que tu passeras une soirée avec nous, dit-il, avant ton départ. Ma femme sera enchantée de faire ta connaissance, nous pourrions nous donner un peu de musique et... » « Merci du fond du cœur, mon vieux, dit Ignatius Gallagher. Je regrette qu'on ne se soit pas vu plus tôt, mais je dois partir demain soir. »« Ce soir, peut-être ? » ?»« Ah, je suis terriblement désolé, mon vieux. Tu vois, je suis ici avec un autre copain, un jeune gars, très futé lui aussi, et nous avons prévu de nous rendre à une petite partie de cartes. C'est pour ça. »« Ah, dans ce cas... » « Mais qui sait, dit Ignatius Gallagher, avec beaucoup de considération. L'année prochaine, je ferai peut-être un saut par ici maintenant que j'ai franchi le pas. Ce n'est que partie remise. »« Très bien, dit Little Chandler. La prochaine fois que tu viens, nous passons une soirée ensemble. C'est convenu, n'est-ce pas? »« Oui, c'est convenu, dit Ignatius Gallagher. L'an prochain, si je viens, parole d'honneur. Et pour sceller le marché, dit Little Chandler, nous allons prendre un dernier verre. » Ignatius sortit une grosse montre en or et y jeta un œil. « Le dernier, alors, dit-il, parce que tu sais, j'ai un rendez-vous. »« Oui, le tout dernier. »« Très bien, alors, dit Ignatius Gallagher. Prenons un dernier petit whisky pour la route. »
Little Chandler commanda les boissons. Le rouge qui lui était monté aux joues quelques minutes auparavant était en train de s'installer. La moindre chose le faisait rougir, et il se sentait à présent excité et inondé de chaleur. Les 3 petits whisky lui étaient montés à la tête, et le cigare, très fort de Gallagher, lui embrouillait l'esprit, car il était un homme délicat et sobre. L'aventure que représentaient ces retrouvailles avec Gallagher après 8 ans, et le fait de se retrouver avec lui au Corliss, au milieu de ces lumières et de ce bruit, et d'écouter les histoires de Gallagher et de partager un petit morceau de la vie nomade et triomphante de Gallagher, bouleversait l'équilibre de son âme sensible. Il ressentait avec acuité le contraste entre sa propre vie et celle de son ami, et cela lui paraissait injuste. Gallagher était inférieur à lui, par la naissance autant que par l'éducation. Il était sûr qu'il était capable de faire mieux que ce que son ami avait jamais fait, et pourrait jamais faire, quelque chose de plus noble que du vulgaire journalisme racoleur, si on lui en donnait seulement l'opportunité. Qu'est-ce qui l'en empêchait, au fond? Sa malheureuse timidité. Il avait envie de se justifier d'une façon ou d'une autre, d'affirmer sa virilité. Il devinait bien les raisons cachées qui avaient poussé Gallagher à décliner son invitation. Gallagher, par ses manières amicales, se montrait condescendant envers lui, exactement comme il se montrait condescendant envers l'Irlande par sa visite. Le barman apporta leur boisson. Little Chandler poussa l'un des verres devant son ami et prit l'autre avec résolution. « Qui sait, dit-il, comme ils levaient leurs verres. Quand tu reviendras l'an prochain, j'aurai peut-être le plaisir de présenter tous mes vœux de bonheur à Mr. et Mrs. Ignatius Gallagher. » Tandis qu'il buvait, Ignatius Gallagher cligna de l'œil d'un air expressif par-dessus le bord de son verre. Quand il eut bu, il fit claquer ses lèvres d'un air décidé, posa son verre et dit « Pas de danger avec ça, mon garçon. Je vais commencer par me payer du bon temps, et par voir un peu de la vie et du monde, avant de me mettre la tête dans le sac, si je le fais un jour. » « Un jour, tu y viendras. » Ignatius Gallagher tourna sa cravate orange et ses yeux gris-bleus, bien en face de son ami. « Tu crois ça? »« Tu mettras ta tête dans le sac, répéta Little Chandler, comme tout le monde, si tu arrives à trouver la bonne fille. » Il avait mis un peu d'emphase dans sa voix, et était bien conscient qu'il se trahissait, mais bien que le feu lui soit monté aux joues, il ne flancha pas face au regard de son ami. Ignatius Gallagher le regarda un moment, puis dit « Si jamais cela arrive, tu peux me croire, ce ne sera pas pour le cotillon. C'est l'argent que j'ai l'intention d'épouser. Elle aura un bon gros compte en banque où elle ne m'intéressera pas. » Little Chandler secoua la tête. « Bon Dieu, dit Ignatius Gallagher avec véhémence, tu sais quoi? Je n'ai qu'un mot à dire et demain je peux avoir et la femme et l'argent. Tu ne me crois pas? Eh bien, je te le dis. Il y a des centaines, que dis-je, des milliers d'Allemandes et de Juives pourries d'argent qui ne demanderaient que ça. Attends un peu, mon garçon. Tu vas voir si je ne joue pas mes cartes comme il faut. Quand je me lance dans quelque chose, j'ai le sens des affaires. Je te le dis. Tu n'as qu'à attendre. » Il porta vivement son verre à sa bouche, finit sa boisson et éclata de rire. Puis il regarda pensivement devant lui et dit d'un ton plus calme. « Mais je ne suis pas pressé. Elles peuvent bien attendre. Je ne trépigne pas à l'idée de m'attacher à une femme, tu sais. » Il fit comme s'il goûtait quelque chose avec sa bouche et grimaça. « Ça doit avoir un goût de pourriture, à mon avis, » dit-il. Little Chandler était assis dans la pièce attenante au hall d'entrée, avec un bébé dans les bras. Afin de faire des économies, il n'avait pas de servante, mais la jeune sœur d'Annie venait les aider 1 heure le matin et 1 heure le soir. Monica, cependant, était rentrée chez elle depuis longtemps. Il était 9h moins le quart. Little Chandler était arrivé en retard pour le thé, et en plus il avait oublié de rapporter à Annie le paquet de café de chez Boulez. Évidemment, cela l'avait mise de mauvaise humeur, et elle ne lui parlait que par monosyllabes. Elle dit qu'elle se passerait de thé, mais quand approcha l'heure de la fermeture de la boutique du coin, elle décida d'aller elle-même chercher une demi-livre de thé et 1 kilo de sucre. Elle lui flanqua l'enfant endormi, avec une grande habileté, dans les bras, et dit « Voilà, ne le réveille pas. » Il y avait une petite lampe de porcelaine blanche sur la table, et sa lumière éclairait une photographie qui était accrochée au mur dans un cadre de corne ouvragée. C'était une photographie d'Annie. Little Chandler la regarda, s'arrêtant sur les lèvres fines et serrées. Elle portait un chemisier d'été bleu clair qu'il lui avait apporté en cadeau à la maison un samedi. Le chemisier lui avait coûté 10 shillings et 11 pence,
Mais que n'avait-il coûté à ses nerfs? Que de souffrance ce jour-là! Attendre devant la vitrine que la boutique se vide, se tenir au comptoir en s'efforçant de paraître à l'aise tandis que la vendeuse empilait les chemisiers devant lui, payer à la caisse, oublier d'emporter sa monnaie, être rappelé par le caissier, et finalement, au sortir de la boutique, lutter pour camoufler son embarras en examinant la solidité de l'emballage. Quand il ramena le chemisier à la maison, Annie l'embrassa et lui dit que c'était ravissant et élégant, mais quand elle entendit le prix, elle jeta le chemisier sur la table et dit que c'était une véritable escroquerie d'en réclamer 10 shillings et 11 pence. Tout d'abord elle voulut le rapporter, mais quand elle finit par l'essayer, elle fut enchantée de le voir sur elle, particulièrement à cause de la facture des manches, et elle l'embrassa à nouveau et lui dit qu'il était gentil de penser à elle. Il regarda froidement dans les yeux de la photographie, et elle lui répondit par un regard tout aussi froid. C'étaient de beaux yeux, à n'en pas douter, et le visage entier était joli, mais il leur trouvait quelque chose de mesquin. Pourquoi ce visage était-il si insensible, si hautain? L'impassibilité des yeux l'irritait. Il le repoussait et le mettait au défi. Il n'y avait aucune passion en eux, aucun enthousiasme. Il songea à ce que Gallagher avait dit à propos des riches juives. Ces yeux noirs des orientales, pensa-t-il, comme ils sont pleins de passion, de désirs voluptueux. Pourquoi avait-il épousé les yeux de la photographie? Il se reprit et regarda nerveusement la pièce autour de lui. Il trouvait quelque chose de mesquin aussi dans le joli mobilier qu'il avait acheté à crédit pour la maison. Annie l'avait choisi elle-même, et il lui faisait penser à elle. Le mobilier, comme elle, était joli et guindé. Un sombre ressentiment envers sa vie s'éveilla en lui. Était-il prisonnier de cette petite maison? Était-il trop tard pour qu'il essaye de vivre comme un homme, comme Gallagher? Pouvait-il encore aller à Londres? Il fallait finir de payer le mobilier. S'il pouvait seulement écrire un livre et le faire publier, cela lui ouvrirait peut-être la voie. Un volume des poèmes de Byron se trouvait devant lui sur la table. Il l'ouvrit avec beaucoup de précaution, de la main gauche, pour éviter de réveiller l'enfant, et commença à lire le premier poème de l'ouvrage. Les vents se sont calmés et le crépuscule est immobile. Pas même un zéphyr ne traverse le jardin, tandis que je retourne voir la tombe de ma Margaret et assemble des fleurs sur sa poussière chérie. Il s'arrêta. Il pouvait sentir le rythme des vers autour de lui, dans la pièce, comme ils étaient mélancoliques. Était-il capable, lui aussi, d'écrire ainsi, d'exprimer la mélancolie de son âme dans des vers? Il y avait tant de choses qu'il avait envie de décrire. Par exemple, la sensation qu'il avait eue quelques heures auparavant sur Grattan Bridge. S'il pouvait seulement retourner à l'humeur particulière qu'il avait habitée à ce moment. L'enfant s'éveilla et commença à pleurer. Little Chandler se détourna du livre pour tenter de l'apaiser, mais en vain. Il se mit à le bercer dans ses bras, mais les pleurs se firent plus stridents. Il le berça plus vite, tandis que ses yeux commençaient à lire la seconde strophe. Dans cette étroite prison repose l'argile dont elle était faite, argile où un jour... c'était inutile. Il ne pouvait pas lire, il ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Les pleurs de l'enfant lui vrillaient le tympan. C'était inutile, inutile. Il était prisonnier, à vie. Ses bras tremblèrent de colère, et soudain se penchant sur le visage de l'enfant, il cria « Arrête !» L'enfant s'arrêta pendant un instant, eut un spasme de terreur et commença à hurler. Little Chandler sauta de sa chaise et se mit à faire les 100 pas nerveusement dans la pièce, avec l'enfant dans les bras qui sanglotait à fendre l'âme, perdant le souffle pour 4 ou 5 secondes avant d'éclater en de nouveaux sanglots. Les fines cloisons de la pièce réverbéraient le son. Il essaya d'apaiser l'enfant, mais ses sanglots devinrent encore plus convulsifs. Il regardait la face contractée et tremblante du bébé et commença à s'inquiéter. Il compta 7 sanglots d'affilée sans respiration et serra le bébé contre lui, effrayé. S'il venait à mourir... La porte s'ouvrit à la volée et une jeune femme déboula, haletante. « Que se passe-t-il? Que se passe-t-il » cria-t-elle. L'enfant, en entendant la voix de sa mère, éclata en un paroxysme de sanglots. « Ce n'est rien, Annie, ce n'est rien, il a commencé à pleurer. » Elle jeta ses paquets à terre et lui arracha l'enfant. « Qu'est-ce que tu lui as fait » cria-t-elle, en explosant en face de lui. Little Chandler soutint un moment l'éclat de ses yeux, et son cœur se contracta quand il y reconnut de la haine. Il se mit à bégayer. « Ce n'est rien,
il a commencé à pleurer, je n'ai pas réussi, je n'ai rien fait que... Ne lui prêtant aucune attention, elle se mit à marcher à travers la pièce, serrant l'enfant dans ses bras et murmurant « Mon petit homme, mon petit bonhomme, tu as eu peur, mon amour? Là, mon amour, là, mon petit agneau à sa maman, là, là. » Little Chandler sentit ses joues rougir de honte, et il s'écarta du faisceau de lumière de la lampe. Il écouta les pleurs de l'enfant à leur paroxysme, refluer peu à peu, et des larmes de remords affluèrent à ses yeux.